À Muttersols, un appel est lancé aux généreux donateurs pour rénover l'orgue de l'église protestante. Une association créée pour l'occasion se charge de coordonner le projet. L'instrument a été fabriqué en 1751. Après avoir subi de nombreuses réparations, il était temps d'envisager sa reconstruction. Je comparerais un orgue à une voiture. Une voiture a besoin de révisions régulières, de vidange et des fois des travaux plus conséquents. Il en est de même pour un orgue. Mais il y a un moment donné où un orgue, c'est comme une voiture. Ça devient trop onéreux de réparer sans cesse. Puis au bout d'un moment, la voiture lâche. Plusieurs parties essentielles de l'instrument posent problème, comme la liaison entre les touches du clavier et les tuyaux, ainsi que la soufflerie. Un système électropneumatique qui aujourd'hui donne de gros signes de faiblesse, d'une part. À l'intérieur des pièces maîtresses de l'instrument qui distribue le vent aux différents tuyaux, on a aussi de gros soucis. On a de très gros soucis aussi dans la fonction première de l'orgue, qui est le son, mais qui est influencée par l'alimentation des tuyaux en vent. Le vent fuite de partout. C'est ici, dans les locaux de ce facteur d'orgue à Haguenau, que les travaux de reconstruction vont être menés. Et nous avons donc confié ces travaux à Quentin Blumenroder, qui est mondialement connu, et il s'est engagé à reconstruire l'orgue dans l'esprit de Jean-André Silbermann. Naturellement, ce projet a un coût, 180 000 €. Maintenant, il nous reste un tiers du projet à financer. Bon, la commune est aussi très solidaire de notre projet, puisqu'elle nous a déjà attribué une subvention de 15%. Les donateurs ont 3 possibilités: s'adresser directement à l'association, parrainer un tuyau de l'orgue ou passer par le site internet de la Fondation du patrimoine. Chaque don donne droit à une réduction d'impôt. Un exemple, si vous faites un don de 50 €, en fin de compte, il ne vous coûte que 17 € si fiscalement vous le déduisez des impôts. Donc, aussi bien le parrainage des tuyaux, aussi bien que tous les dons qui se font à la Fondation du patrimoine ou à la paroisse ou peu importe, ils sont tous déductibles fiscalement. L'association compte collecter la somme nécessaire durant l'année afin de pouvoir lancer les travaux fin 2020. Le chantier de rénovation de l'orgue de l'église protestante de Muttersols vient de connaître une étape importante. L'instrument a été entièrement démonté en vue d'être restauré par la manufacture Blumenroder. Son responsable était d'ailleurs présent lors de la réunion avec l'association en charge du projet et des représentants de la commune de Muttersols. Donc en fait, ce matin, nous avons la première réunion de chantier concernant la reconstruction de l'orgue de l'église protestante de Muttersols. Donc le démontage a démarré lundi et donc là il s'agit de voir un petit peu tous les aspects techniques, de se mettre d'accord, de voir comment le chantier va évoluer et puis de réunir un peu tous les acteurs en fait du projet, donc que ce soit la commune, la paroisse, le facteur d'orgue, pour mettre les choses au clair, quoi. Le cadre en bois de l'orgue, visible en principe depuis le bas de l'église, est parti à Haguenau. Reste un certain nombre d'éléments entreposés pour le moment sur les bancs du premier étage. Tout ce qu'il y avait dedans, donc les sommiers, les tuyaux, tous les éléments techniques, les porte-vents, tout ça est pour le moment entreposé donc au niveau de la tribune. Ce qui peut être récupéré sera revendu, permettra donc de financer aussi l'instrument. Et puis ce qui ne peut plus être réutilisé sera détruit. Pour la manufacture Blumenroder, ce chantier est particulièrement intéressant. Il conjugue restauration et création. Parce qu'on a la chance d'avoir des éléments historiques, des plus grands noms d'Alsace, donc Silbermann, et puis on va finalement faire une création à l'intérieur. Donc on a une alliance entre nos deux passions, c'est-à-dire la restauration et la création, et donc c'est tout à fait appréciable. Enfin, c'est un instrument qui sera très musical parce que sa conception fait qu'il permet d'aborder un joli répertoire dans une belle acoustique, dans un cadre tout à fait sympathique. Donc c'est un projet assez excitant pour notre équipe. Les dons pour financer les travaux sont toujours les bienvenus. Il est d'ailleurs possible de parrainer un des tuyaux de l'instrument.
Les gens vont choisir, donc il y a plusieurs, selon la taille des tuyaux, il y a plusieurs montants qui sont proposés. Donc ils peuvent choisir en fonction de la taille du tuyau et donc leurs noms seront après gravés sur le tuyau. Coût de l'opération, 178 000 €, financé en partie par la paroisse, avec également des subventions de la commune et du département. Le projet est soutenu par la Fondation du patrimoine. Toutes les informations utiles figurent sur le site de l'association. Deux artistes locales présentent quelques-unes de leurs œuvres à la Maison de la Nature et du Rite jusqu'au 2 octobre. Il s'agit de Corinne de Baldenheim et de Nadine de Muttersolz. Elles sont amies dans la vie et ont déjà exposé ensemble. L'une est plutôt pastel, l'autre plutôt peinture à l'huile. C'était toujours une petite passion, tout ce qui était art plastique, manuel. Donc j'ai refait des recherches pour trouver des cours. Et en fin de compte, j'ai trouvé, donc je fais ça depuis 2004. Et en fin de compte, c'est pour sortir du quotidien, entre le travail, la maison, donc ça me permet de m'évader un peu. Même si elle touche à tout pour cette exposition, Corinne a rapporté des pastels avec comme thème les plantes et les animaux. C'est des fleurs, des roses, des animaux, tigres, chats. Et j'aime bien travailler sur les animaux parce que il y a une expression dans les yeux qu'on arrive à réaliser et puis c'est presque comme une petite naissance qu'on produit. Une production artistique de précision qui demande beaucoup de patience. Ça dépend de la grandeur, mais on peut compter une vingtaine d'heures quand même. Comme c'est minutieux, pastel, c'est avec les doigts. C'est des craies sèches, donc c'est très minutieux. Nadine, quant à elle, s'est lancée il y a 7 ans dans un style de peinture abstraite. Je me suis dit, il y a quelques années, je vais tenter le coup. Si ça me plaît pas, j'arrêterai. Mais finalement, c'est sympa. Et puis, j'ai jamais arrêté. Ça m'arrive aussi de faire autre chose, des portraits ou des scènes marines, des choses comme ça. Mais c'est surtout essentiellement de l'abstrait. Son inspiration, elle la trouve dans le monde qui l'entoure. L'inspiration, ça vient de partout. La nature... Tout ce que je vois, des couleurs que je peux voir dans la rue, dans le ciel, partout, tout est source d'inspiration. Tout comme pour son amie Corinne, la peinture est un bon moyen de s'évader du quotidien. C'est déstressant, franchement c'est très déstressant, ça me permet de tout oublier quand je suis dans mon atelier, que je peins, je suis dans ma bulle, c'est vraiment hyper satisfaisant. L'exposition de pastels et d'huile est en accès libre jusqu'au 2 octobre dans le hall d'accueil de la Maison de la Nature et du Ride de Muttersolz. Les portes sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 17h et le week-end de 14h à 18h. C'était une séance pas comme les autres pour les gymnastes de Muttersolz ce mardi 20 avril. Une séance en extérieur, Covid oblige, et en présence de 2 intervenantes de la troupe accessoire. Les artistes ont expliqué aux jeunes sportives comment intégrer de la théâtralité dans leurs mouvements. Et après, on va essayer d'intégrer des émotions dedans, du rythme et un début de personnage, d'accord ? La compagnie accessoire est en résidence à la cuisine à Muttersolz et nous préparons un spectacle qui est une comédie musicale et à un moment nous faisons intervenir des gens du public et donc nous travaillons avec les gymnastes de Muttersolz pour travailler justement autour d'interventions chorégraphiques et de personnages. Et on part du mouvement et on commence à y introduire des rythmes, des émotions et du personnage. Et toute la difficulté est là puisqu'il faut en même temps essayer de garder la technique et en même temps y intégrer du personnage. Donc par exemple, comment une grand-mère qui a de l'arthrose partout va faire une roulade. L'expérience a rencontré un vif succès auprès des jeunes gymnastes, une bonne façon de retrouver de la motivation après une longue période sans entraînement. Par exemple, là, on est en train de faire des enchaînements avec plusieurs émotions, de la tristesse, de la colère, de la vieillesse et tout. Oui, c'est bien parce que ça nous change que parfois aussi la gym. Donc, par exemple, jeudi, on a de la gym et maintenant on a fait ça, donc c'est bien. C'est super intéressant pour elle parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on fait plus trop de sorties, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien. On est aussi bloqué on ne peut plus avoir accès au gymnase, donc c'est une activité qui change, qui peut aussi les remotiver, qui peut
leur apporter beaucoup. Le fait qu'elles jouent des rôles, des choses comme ça va aussi leur servir dans les chorégraphies de sol au sol, en gymnastique. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour elles dans leur vie, comme dans leur activité gymnique. Cet atelier était soutenu par les Tanzmatten de Sélestat où les artistes avaient été également en résidence. Notre objectif en fait c'est de mener un maximum d'actions de médiation et d'actions culturelles sur le territoire. Et cet atelier en particulier est financé en partie grâce à la Direction régionale des affaires culturelles qui propose en fait une subvention pour des créations artistiques qui aussi ont un impact sur le territoire et auprès des citoyens. Les Tanzmatten espèrent pouvoir reconduire ce type d'intervention lors d'autres saisons en associant des artistes qui effectuent de longues résidences sur le territoire. D'ici là, la troupe accessoire devrait présenter son spectacle intitulé Boom début juin au Tanzmatten de Sélestat. Le marché des producteurs de Muttersol connaît un succès croissant depuis 5 ans. Celui-ci se tient tous les jeudis soirs, place des Tilleuls. Progressivement, des artisans sont venus étoffer la liste des participants. Au départ, on s'était ciblé sur des produits de première nécessité, principalement alimentaires, mais on a élargi la gamme de nos produits en accueillant des producteurs, des créateurs, des artisans. Voilà. Et en élargissant aussi un peu la gamme de produits avec tout ce qui est confiture, sirop, boissons, savon, café et avec une belle part aussi à la culture avec une bibliothèque gratuite et une librairie ambulante. C'est au début de la crise sanitaire que la manifestation a enregistré un bond en termes de fréquentation. Donc, au mois de mars, donc il y a 1 an, le marché de Muttersol était un des rares marchés alsaciens qui a pu fonctionner grâce au dynamisme de toute l'équipe de la commission marché et grâce aussi à l'équipe communale qui mettait en place toutes les mesures barrières, les normes de circulation et tout ça. Donc on a vu une augmentation d'environ 50% au niveau de la fréquentation. Pour les organisateurs, le succès de ce marché de Muttersol s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, le circuit court, être en contact direct avec les producteurs et valoriser aussi ce circuit court en achetant leurs produits. La variété aussi, la gamme qui s'est largement étendue. Et puis le moment aussi convivial de ce marché avec des rencontres, des échanges, des commandes aussi qui se passent entre les producteurs et les clients. Et maintenant, voilà, de réelles relations qui se sont mises en place depuis 5 ans. Un constat partagé par les visiteurs. Nous, on vient au marché de Muttersol depuis un peu plus de 2 ans parce que nous sommes arrivés dans la commune il y a 2 ans et c'est le premier endroit où on est arrivé dès qu'on s'est installé dans la commune. D'abord parce qu'on y trouve des bonnes choses à boire et à manger et puis que c'est un lieu de convivialité où on rencontre les gens. Alors au début, on connaît personne et puis petit à petit, on dit bonjour et puis pour nous, ça a aussi été un moyen de nous intégrer dans la commune. Puisqu'on n'a plus de magasin de proximité, c'est le magasin de proximité tous les jeudis. Alors je prends des produits, surtout des petits producteurs, la chèvrerie, les produits de chez Goetz aussi, la tarterie, les légumes, ça c'est sûr. Chaque semaine je prends mes légumes et puis je prends des petites choses chez Mireille. Quand les exposants de la bière est là, je prends de la bière. Si Gotelman est là, je prends Gotelman. Voilà. J'essaie quand même de prendre chaque fois un petit quelque chose chez chacun en général. Alors, je viens régulièrement ici parce que je trouve que c'est vraiment très sympa qu'il y ait un petit marché dans un petit village comme celui-ci, à peine 2000 habitants. Oui, c'est un endroit où finalement on peut se retrouver. Les gens du village, quelques marchands locaux et voilà, une ambiance est sympathique, un petit peu dans la tradition de ce qu'on attend quand on vit dans un village. A noter que tous les derniers jeudis du mois, le marché se décline dans sa version XXL avec entre 15 et 20 exposants. Pour fêter les 5 ans de ce rendez-vous avec les producteurs locaux, les organisateurs prévoient une fête jeudi 24 juin. Différentes animations seront proposées par les associations de Muttersol, dont une tombola. L'établissement français du sang a multiplié les appels aux dons depuis le début de l'année. En raison de la pandémie, les stocks des produits sanguins avaient atteint un seuil critique. Heureusement, la tendance a commencé à s'inverser. Les donneurs font leur retour, comme ici, lors d'une collecte dans la commune de Muttersol. Alors, actuellement, les stocks remontent grâce à la mobilisation des donneurs.
Et effectivement, aux différentes sollicitations nationales, aussi sur Facebook, où on essaye de motiver les gens à revenir, aussi par les SMS qu'on envoie à nos donneurs. Malgré tout, cet élan des donneurs doit s'inscrire dans la durée. Il faut continuer à se mobiliser. Pour l'instant, on est à environ 90 000 poches. Il faudrait atteindre les 100 000. En sachant qu'on est à peu près à 10 jours, un tout petit peu plus pour le groupe A, pareil pour le groupe O+, qui sont les principaux groupes sanguins. Il est aussi important de lever quelques idées reçues sur les conditions requises pour aller donner son sang. Il y en a qui ont malheureusement peut-être mal compris. On ne demande pas de passe sanitaire et ça c'est très important à retenir. Il n'y a pas de passe sanitaire pour venir. Vous pouvez même être vacciné le jour même et pouvoir donner. Bien sûr, il faut être en forme. Voilà. Voilà, c'est peut-être ce qui a fait freiner les gens. La réussite des collectes passe aussi par l'implication de nombreux bénévoles regroupés en amicales. On est une petite association qui a environ une quinzaine de membres et qui organisons le don du sang. On assure la collation, quoi, pour que on fait toujours un bon menu pour que ce soit plus convivial et un peu attirer plus les donneurs, quoi. Au menu de cette collecte, soupe de légumes, saucisses et beignets de carnaval. Une collation qui forcément nécessite un certain temps de préparation. La journée, on commence le matin. On prépare les légumes, comme aujourd'hui on prépare les légumes et puis dans la semaine déjà il faut commander chez le boucher ou chez le charcuteur, enfin oui, chez le traiteur ou chez le boulanger. Et voilà quoi. Matin on prépare la salle, on prépare les menus, le menu. Et après le soir il faut ranger. Ce jour-là à Muttersols, 73 dons ont été effectués, dont 7 personnes venues pour la première fois et le retour d'anciens n'ayant plus donné depuis une dizaine d'années. D'autres collectes sont régulièrement programmées en Alsace centrale. Un site internet officiel permet de trouver toutes les informations utiles. L'association du Ripper Café et du Annenberg a investi la maison des loisirs à Muttersols le 15 octobre dernier. Le concept reste le même, réparer les objets domestiques au lieu de les jeter sans pour autant se substituer aux enseignes professionnelles. On invite donc les gens à venir pour faire réparer leurs appareils. Ils assisteront à la réparation, faire le diagnostic de la panne et puis s'il y a une pièce à changer, c'est la personne qui achètera la pièce et puis qui soit la remplacera elle-même ou alors vient le mois prochain pour la faire remplacer. Et donc notre but c'est d'éviter de jeter, réparer pour moins jeter. Pour la commune de Muttersols, déjà engagée depuis plusieurs années dans le développement durable, cette démarche est primordiale et porte encore plus de sens aujourd'hui. Pour la commune de Muttersols, c'est important d'accueillir le Ripper Café puisque c'est une action en faveur de la réduction des déchets. En effet, aujourd'hui, il vaut mieux réparer que de jeter, privilégier l'économie circulaire, d'autant plus que nous nous rendons compte maintenant que nos ressources sont effectivement limitées, que leurs coûts augmentent. Et donc, il nous semble très important d'éviter au maximum les déchets, de pouvoir faire durer le plus longtemps possible les appareils. Le Ripper Café n'existerait pas sans l'engagement des bénévoles, au nombre de 26 ce jour-là à Muttersols. Nous sommes admiratifs du travail effectué par les bénévoles, de voir toutes ces personnes qui ont chacun leur spécialité, qui œuvrent pour essayer de réparer un maximum d'objets. Et donc nous les remercions et nous sommes heureux de les accueillir 2 fois par an à Muttersols. À noter que l'association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour grossir ses rangs. On est toujours preneur de bénévoles, on est toujours, que ce soit dans l'électronique ou autre, je veux dire, on n'a pas besoin, on cherche pas spécialement des compétences, mais juste de la bonne volonté des gens qui veulent apprendre à réparer. On est là pour partager, hein. On partage les connaissances. Après, c'est vrai que si on a des spécialistes en électronique, oui, elles sont les bienvenues. C'est ce qui manque un peu, voilà, c'est ce qui manque chez nous. Ouais. Chaque objet réparé est pesé. En moyenne, ce type de journée permet de traiter une centaine de kilos. Depuis sa création en 2014, le Ripper Café du Annenberg en est à plus de 7 tonnes de déchets épargnés. Salut Christophe.
Ils sont une dizaine de personnes regroupées en association à se rendre au moins une fois par semaine sur ce site de Muttersols. Le terrain a été mis à disposition par la commune. Il a été transformé en jardin partagé. En fait, le principe, c'est d'avoir un jardin avec certaines caractéristiques, c'est-à-dire naturel, qu'on cultive à la fois pour la beauté et pour les légumes, et de travailler ensemble selon les disponibilités de chacun. Donc par exemple, on est quelques retraités et quelques personnes jeunes qui travaillent. Ce jardin partagé a été initié par la Maison de la Nature dans le cadre de son projet de ville baptisé Muttersols 2050. Donc on a la Maison de la Nature dans le village qui avait fait une enquête auprès de la population pour savoir quels étaient les désirs des gens. Et il y avait en particulier le fait de faire des choses ensemble, de pouvoir également être plus proche de la nature, de soigner l'environnement, de pouvoir transmettre des compétences que certaines personnes ont dans un souci de solidarité. Donc c'était un petit peu, le jardin partagé répondait vraiment à tous ces critères. Pour leur jardin, les membres de l'association ont avant tout misé sur la biodiversité. On trouve beaucoup de choses, beaucoup de sortes de légumes. On mise vraiment sur la biodiversité, donc d'avoir un maximum de choses, donc des plantes surtout locales, mais on a aussi quelques plantes, on a planté des patates douces par exemple, on a des plantes comestibles comme du chrysanthème comestible que personne ne connaissait. En fait, on a trouvé des gens dans le village qui avaient comme ça des cultures un peu spéciales et qui ont partagé leurs graines avec nous. Donc on a pu avoir plusieurs variétés de tomates. On a planté des pommes de terre, enfin tout ce qu'on peut, des blettes, des fenouils et plusieurs sortes de fleurs également. C'est un petit peu entre un jardin traditionnel et des nouvelles techniques comme une butte permacole, une spirale d'aromatique. On paille tout, on essaye de soigner la terre. C'est un peu différent des méthodes traditionnelles quand même. Le concept permet également de créer du lien entre les habitants. Tout à fait. Alors la moitié du groupe, on est une dizaine à peu près, la moitié du groupe habite à Muttersols depuis un certain temps, mais l'autre moitié, c'est des gens qui viennent d'arriver il y a 1 ou 2 ans et qui cherchent vraiment à avoir des contacts avec les habitants, à avoir une activité locale. Et le fait de pouvoir produire leurs propres légumes, quand ils vivent en appartement ou dans les maisons, dans des lotissements qui n'ont pas de terrain par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. L'association aimerait encore accueillir quelques membres et reste bien entendu ouverte aux échanges avec l'ensemble de la population du village. D'autres travaux sont prévus, nouvelle plantation et aménagement d'une rocaille. En bordure de Muttersols, direction Ilsenheim, cette forêt va devenir un lieu sanctuarisé. Comme dans un cimetière traditionnel, le site va accueillir des urnes contenant les cendres de défunts. En Allemagne, ça commence à être très répandu. C'est donc un lieu où on peut enterrer une urne cinéraire au pied des arbres, un peu comme dans un cimetière. Au niveau réglementaire, ça aura le statut de site cinéraire isolé. Chaque famille peut avoir des concessions, exactement comme dans un cimetière. Pour cette forêt, la municipalité préfère le terme de sanctuaire à celui de cinéraire. Les arbres y seront en effet préservés. Que dans ce lieu, les arbres ne soient plus exploités pour des raisons économiques, ne soient plus exploités pour en faire du bois. Les arbres ici pourront mourir aussi de leur belle mort, avec juste la petite exception de la sécurité. Il y aura bien sûr une fréquentation dans ce lieu et donc on sera obligé de veiller à la sécurité des branches qui pourraient tomber, quoi. Afin de permettre aux familles de se recueillir, un site mégalithique a été aménagé, un chantier auquel a participé une coopérative strasbourgeoise. Il s'agissait de créer un projet visuel également, pour lequel je me suis entouré de Delphine Harrer, qui est illustratrice par exemple. Et ce chantier-là est l'exemple de la force du collectif. 3 tailleurs de pierre ont créé plusieurs sièges disposés autour d'un autel, le tout au pied de 2 grands chênes. Donc Jean-Louis Bois, Emmanuel Rinaldo se sont greffés à moi sur ce chantier pour chacun réaliser des pierres qui aient justement 3 pattes, 3 finesses, 3 signatures sur les pierres. Et voilà, et le but c'était justement de créer un peu
des assises, que chacun puisse s'y mettre un peu comme on veut, qu'on ne soit pas dans le siège, qu'on ne soit pas dans le banc, mais vraiment dans le minéral, un peu le rocher brut, quoi. L'architecte de notre salle de spectacle qui vient d'être terminée, M. Ritzenthaler, qui a eu avec Jonathan Christ, qui est son ami, ils ont eu cette idée de ce site mégalithique au pied des 2 chênes que vous voyez, qui sont des chênes probablement bicentenaires, déjà protégés. Vous voyez que le marquage est un marquage déjà ancien au titre d'une réglementation européenne Natura 2000, et nous nous sommes engagés à ne pas couper ces arbres. Ces 2 arbres vont garder un caractère collectif. Ils ne pourront pas devenir une concession familiale parce qu'ils sont trop beaux. La forêt compte une 50aine d'arbres, chacun permettra d'accueillir 12 urnes disposées en cercle, tel un cadran solaire. Les tarifs des concessions seront identiques à ceux fixés pour le cimetière du village. Depuis l'hiver dernier, la commune de Muttersholz produit de l'électricité à l'aide de ses 2 centrales hydroélectriques. La première se situe dans le hameau d'Envir, la seconde en amont à côté du barrage. Le principe, c'est le principe simple de l'hydroélectricité, une chute avec un débit qui actionne des turbines. Alors c'est des turbines vis d'Archimède qui permettent de faire passer les poissons dans le sens de la descente, bien sûr, et puis il y a une passe à poissons pour remonter. Ces turbines actionnent un alternateur. Et l'alternateur produit des kilowattheures d'électricité qui sont ensuite distribués sur le réseau. L'électricité produite est revendue à un fournisseur spécialisé dans les énergies renouvelables. Enercop qui redistribue par le biais du réseau à l'ensemble de ses abonnés. On a des abonnés à Muttersholz et la commune de Muttersholz en tant que consommateurs d'électricité, l'éclairage des bâtiments publics, l'éclairage de la voirie. On est donc consommateur et donc on rachète à Enercop. Donc quelque part, on fait un circuit court de l'électricité. On vend à Enercop, on rachète à Enercop. Les résultats sont au rendez-vous. La commune produit plus qu'elle ne consomme pour ce qui concerne ses infrastructures. Notre objectif, c'est l'équilibre énergétique déjà de l'administration communale, de la commune en tant que consommateur et producteur dans les bâtiments publics et sur l'éclairage public. Et donc là, grâce aux 3 turbines, on est largement bénéficiaire. Je peux même vous montrer le tableau. Vous voyez à droite, là-bas, c'est la production et à gauche, c'est notre consommation. Curieusement, la production d'énergie est plus faible en période de crue. La meilleure production, c'est contre-intuitif, c'est quand en été, a priori il y a moins d'eau, mais il y a quand même toujours de l'eau sur l'île et il y a donc une hauteur de chute supérieure. En période d'inondation, quand il y a beaucoup d'eau, le bassin aval du barrage remonte et donc on se retrouve à un niveau à plat et donc là les turbines ne tournent pas. La municipalité entend poursuivre ses actions dans le domaine du développement durable. Un projet d'énergie éolienne est à présent à l'étude, des installations qui pourraient voir le jour en partie agricole du ban communal. C'est une première en Alsace centrale. En rénovant la cour de l'école du village, la commune de Muttersholz a pris en compte le changement climatique. Malgré un bâtiment très bien isolé, les longues périodes de forte chaleur entraînent une surchauffe. Au mois de juin, on a déjà des chaleurs estivales très fortes à la fois dans la cour et pour l'école elle-même. Malgré les stores, on a le soleil d'est qui tape dans les fenêtres et qui surchauffe l'école. Donc le principe là, ça a été nous on appelle ça une cour climatique. Et vous le voyez, par exemple, les arbres ont été placés devant les fenêtres pour apporter de l'ombre aux salles de classe le matin et pour donc éviter les surchauffes. Autre innovation, la mise en place de fossés végétalisés afin de recueillir les eaux pluviales pour les infiltrer sur place. On a ce qu'on appelle des noues, c'est des fossés et vous avez des évacuations des eaux de pluie, notamment de toiture, directement en infiltration. Et donc il n'y a plus aucune eau qui part dans le réseau d'assainissement. Le principe de mélanger de l'eau propre, l'eau de pluie avec de l'eau d'assainissement qui sont des eaux polluées est très mauvais parce que ça contribue à polluer les rivières, à surcharger la station d'épuration. Et donc c'est un nouveau principe qui consiste à infiltrer au maximum directement l'eau. Et donc on fait d'une pierre deux coups, on recharge les nappes phréatiques et on alimente les plantes et les arbres, bien sûr, qui ont besoin d'eau, notamment aux périodes de forte chaleur.
Les essences de bois, quant à elles, ont été soigneusement sélectionnées. Adapté aussi au changement climatique. Hein. Faut pas se tromper là de mettre des arbres qui risquent d'être malades dans quelques temps. Donc vous avez des saules, vous avez des tilleuls, vous avez des aulnes, vous avez des érables, arbres qu'on connaît bien chez nous. L'idée aussi, c'est de favoriser la biodiversité. Si on prend des espèces locales, on a des insectes locaux, donc on a des oiseaux locaux, etc. Les enfants ont été associés à cette démarche avec la mise en terre de plantes herbacées. L'occasion de les informer et de les sensibiliser. L'accompagnement pédagogique est bien sûr assuré par les enseignantes. Il y a un jardin pédagogique aussi à l'arrière, une mare pédagogique qui vont faire l'objet de projets pédagogiques. Et là, bien sûr, les ouvriers communaux ont aussi expliqué aux enfants le pourquoi, les espèces. Il y a un petit panneau qui donne les espèces et on en a profité pour expliquer par exemple la différence entre les plantes arborescentes et les plantes herbacées, donc le bois, etc. Coût de ces travaux de rénovation, environ 460 000 € hors taxes. Le tout est financé à près de 80% par l'Agence de l'eau et des aides de l'État. C'est un vaste chantier en faveur de la biodiversité que vient de conduire Muttersols. La commune a fait aménager une zone humide sur 3 hectares au sud du village. Donc la commune, là, depuis quelques années, on a une politique de reconquête de certaines zones pour en refaire des zones humides avec de la biodiversité. Ce n'est pas la forêt qu'on cherche, la forêt est relativement bien représentée sur notre bande communale et dans l'ensemble de la plaine d'Alsace. Ce qui manque, c'est les milieux ouverts très humides. Ici, on a donc pu reprendre les baux et donc on a la pleine maîtrise aujourd'hui pour faire un projet. Pour mener ce projet, la commune a fait appel à des partenaires compétents en la matière, à commencer par Symbioscope. Ce bureau d'études, basé à Muttersols, est spécialisé dans la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il a fallu d'abord avoir une topographie du site, donc des relevés topographiques. Ensuite, connaître le niveau d'humidité du sol, savoir est-ce qu'ici on a déjà une zone humide en place naturellement. Ensuite, on a créé quelques sondages pour connaître la nature du sol. Et puis aussi, on a fait des relevés de la faune et de la flore présentes sur le site. En fonction de toutes ces données-là, on a élaboré le projet, c'est-à-dire qu'on a défini les zones sur lesquelles on allait terrasser, c'est-à-dire on allait baisser le niveau du sol pour justement le rendre encore plus humide, et les secteurs sur lesquels on pouvait remblayer pour créer des milieux plus secs avec les matériaux extraits dans un premier temps. La Ligue de protection des oiseaux Alsace était présente tout au long du chantier pour apporter son expertise. Mon rôle, c'est d'accompagner les porteurs de projets, faire les suivis de chantier, le suivi futur aussi sur les espèces qui vont s'installer pour voir ce que ça donne. Donc mon rôle, c'est ça, d'accompagner, d'apporter une expertise sur le plan de l'écologie pour le projet en question. Côté travaux, c'est également une entreprise de Muttersols qui a été retenue. Nature et Technique a pour activité la restauration et l'entretien des cours d'eau. L'objectif, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle du génie écologique, c'est-à-dire arriver à retrouver des paysages ou des milieux qui soient conformes en fait, à l'enjeu biodiversité. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en ce moment. Donc nous, notre travail, en fait, c'est de faire de liens entre les scientifiques qui nous demandent un certain nombre de prestations et la partie terrain. C'est-à-dire que c'est vraiment la phase opérationnelle des travaux de génie écologique dans le milieu naturel. Avec cet aménagement, la commune espère favoriser le retour de plusieurs espèces végétales et animales. Donc on va chercher la nappe phréatique de façon à ce qu'il y ait toujours de l'eau et donc de faire des milieux favorables notamment aux batraciens. Les mares seront entourées de roseaux, donc là on espère aussi attirer des oiseaux, pourquoi pas le busard des roseaux, c'est un rapace qui niche aussi au sol dans les roseaux. Et bien sûr aussi les papillons liés au milieu humide, le cuivré des marais, l'azuré de la sanguisorbe ou l'azuré des paludes, c'est des espèces qui ont leur place ici. Le coût de l'opération s'élève à 86 000 €, un montant qui comprend études et travaux. Le tout a été financé à hauteur de 80% par la région Grand Est et l'Agence de l'eau. C'est une première en France. Du 3 au 23 juillet, des villages d'Alsace centrale ont participé à un événement intitulé Ville en selle. Le principe est simple, il consiste à parcourir le plus de kilomètres à vélo. Objectif, sensibiliser la population au déplacement doux
tout en faisant un geste pour le climat. Une saine compétition s'est alors engagée entre les villages, une idée venue d'Outre-Rhin. Alors Villancelles, c'est une émanation d'un projet, d'un challenge qui vient d'Outre-Rhin, d'Allemagne. Donc c'est un challenge dans lequel s'est inscrit le PETR Centre-Alsace. Donc nous, au niveau de la communauté, enfin de la commune de Markolsheim, on a trouvé le challenge hyper intéressant. Donc on a sauté les 2 pieds dedans, on a décidé de s'inscrire, de le promouvoir. Plusieurs villages se sont investis dans cette action organisée par le pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace centrale. Le 18 juillet, plusieurs cyclistes de Markolsheim et environ, mais aussi de Muttersols, ont participé à une rencontre franco-allemande. On s'est réunis avec les partenaires allemands qui ont monté le projet Villancelles avec nous. Donc, en Allemagne, ça s'appelle Stadtradeln. Et la traduction en français, c'est Villancelles. Donc c'est un événement pour célébrer aujourd'hui ce partenariat et puis aussi le fait que voilà, on monte un projet franco-allemand. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis à Sassbach, juste à côté de la frontière entre la France et l'Allemagne, près de Markolsheim aussi. Et donc on a fait un tour et là on s'est arrêté au restaurant à Rheinhausen pour une pause déjeuner. Villancelles s'adresse aussi aux élus locaux pour les sensibiliser au déplacement doux et peut-être ainsi les inciter à développer des pistes cyclables dans leur commune. Alors si je participe à Villancelles, il y a 2 raisons, parce que pour moi le climat c'est l'enjeu majeur mondial, et puis il y a un enjeu plus local, c'est la coopération transfrontalière entre l'Alsace et le Pays de Bade, entre l'Alsace centrale et le Kreis de Memmingen. Là, on est bien parti justement sur le travail des questions climatiques ensemble. Et le vélo, manifestement, c'est quelque chose qui nous va bien. Des 2 côtés, c'est plat. Donc le vélo, c'est vraiment un moyen de déplacement, sur les déplacements courts évidemment, qui est pertinent. Il y a une chose que je retiens de cette histoire, c'est qu'on parle souvent de compétition économique. Ben là, c'est une compétition écologique et finalement ça marche bien. Hein, la saine concurrence, c'est pas tout. Moi je suis plutôt quelqu'un qui est pour la coopération, mais de temps en temps, je suis sportif aussi, de temps en temps un peu de compétition, ça fait du bien. À l'issue de ces 3 semaines, rien à gagner si ce n'est la satisfaction d'avoir accompli un acte pour la nature et surtout prendre conscience que faire davantage de trajets à vélo, c'est possible. En Alsace centrale, Markolsheim et Muttersols étaient au coude à coude pour la première place. C'est finalement Muttersols qui l'a remporté. Le projet de créer une conserverie en Alsace centrale fait son chemin. Sa faisabilité a été étudiée par le pôle d'équilibre territorial et rural. Elle permettrait aux producteurs de valoriser tous les fruits et légumes qui ne correspondent pas aux critères de commercialisation. Les courgettes, on les récupère, on les récolte tous les jours et en fait, il y a forcément des oublis dans la récolte. Il y a des courgettes qui sont parfois à la base du plant. Donc ça, souvent, on ne le voit pas. Et après, d'un jour à un autre, en fait, une courgette qui est oubliée va grandir très rapidement et en fait va dépasser le standard du calibre qui est demandé pour la commercialisation. Mais effectivement, si on arriverait à valoriser en fait ces courgettes-là, ce serait un plus parce que c'est juste une question de taille. La qualité est là, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de différence. C'est juste une question... elles sont trop grandes, quoi. Même constat pour la ferme Tempé du côté d'Eidelsheim. Dans le cadre du calibrage, nous avons des écarts de tri du produit, c'est-à-dire liés soit au manque de couleurs, quand on fait des 3e passages dans les vergers, donc il y a un manque de couleurs qui ne sont pas commercialisables, des défauts de grêle ou d'impact de n'importe, ou trop petit, le calibre trop petit. Donc effectivement, l'idée de la conserverie, c'est pour valoriser tous ces écarts de tri. Nous produisons également d'autres fruits en été, tels que de la pêche, la nectarine. Donc c'est pareil, ce sont des fruits en plus qui tiennent bien moins que la pomme, donc où il y a des écarts de tri, mais une tenue pas possible du fruit. Un groupe de travail du PETR d'Alsace centrale, en charge du projet de conserverie, s'est récemment rendu à Metz pour visiter un établissement similaire. On allait visiter des outils un peu similaires qui fonctionnent sur d'autres territoires et notamment on s'est déplacé à Metz pour aller visiter la conserverie locale, une conserverie au service de producteurs pour les aider à valoriser leur surplus. Et donc ça nous a beaucoup inspiré parce que c'est une conserverie qui fonctionne très très bien. Elle a ouvert en 2019 avec 4 producteurs
qui souhaitaient transformer leurs légumes en conserve et aujourd'hui il y a plus de 45 producteurs qui font appel à cette conserverie pour travailler leurs fruits et légumes. En Alsace centrale, les producteurs intéressés par l'idée disposent déjà d'un réseau de vente directe. Donc cette conserverie, elle a vocation à produire des conserves qui seront vendues soit à la ferme, soit en magasin de producteurs, peut-être en épicerie spécialisée, puis sait-on jamais en grande et moyenne surface. Donc les producteurs apportent leur production. Alors ça peut être quelques dizaines de kilos comme pour un petit producteur, voire beaucoup plus pour un plus gros producteur. La conserverie et le producteur se mettent d'accord sur la recette et la conserverie transforme en fonction de la demande du producteur et restitue la matière première mais transformée sous forme de conserve. Dernière étape, trouver un porteur de projet. Avec l'aide du PETR, celui-ci aura pour objectif de mettre en place une structure économiquement viable. Dès que la météo lui permet, cette jeune habitante de Sélestat se rend à son travail à Wittisheim à vélo. Récemment, elle a découvert l'application GeoVélo, un calculateur d'itinéraire gratuit recommandé par le pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace centrale. De prime abord, je trouve que c'est une application hyper simple d'utilisation, très intuitive, très intéressante pour donner des idées de balade à vélo, de trajet. Voilà, qu'on veuille faire un trajet plus touristique ou plus sécurisé, on a différentes routes proposées. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ça nous donne à la fois la distance parcourue, notre vitesse et le temps roulé. Enfin oui, c'est intéressant, assez complet. L'application compte en outre des communautés par territoire, de quoi interagir avec d'autres cyclistes et éventuellement participer à des challenges. Alors je me suis inscrite sur la communauté de Sélestat, donc il y a tout type de communauté, c'est différentes régions, différentes villes inscrites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le nombre de kilomètres parcourus par mois, par semaine, et il y a une sorte de classement, donc c'est intéressant. Ouais. Un partenariat d'1 an a été conclu entre le PETR d'Alsace centrale et les concepteurs de l'application. Objectif, inciter les habitants d'Alsace centrale à l'usage du vélo sur un territoire qui s'y prête bien. C'est notre volonté d'aller vers le développement des modes de déplacement alternatifs à ce qu'on appelle l'autosolisme. Donc le vélo, c'est une des solutions qui est mise en avant dans le schéma global de déplacement qu'on a réalisé, parce qu'on est un territoire qui est propice au vélo, qui a déjà une bonne approche là-dessus. Il y a déjà un taux d'usage du vélo, ce qu'on appelle une part modale qui est assez importante. On a un territoire en grande partie plat. Et puis avec l'avènement du vélo à assistance électrique, on peut s'attendre aussi à un développement dans les deux vallées, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et la vallée de Villers. Avec cette application, la collectivité devrait aussi pouvoir mieux comprendre et améliorer les déplacements à vélo en Alsace centrale. Ça permet de communiquer entre usagers et autorités organisatrices de mobilité pour pointer aussi les endroits qui pourraient être améliorés, les problématiques de sécurité, etc. Le partenariat avec GeoVélo a nécessité un investissement de 13 000 €, dont la moitié financée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. À ce jour, le territoire du PETR compte 124 km d'aménagement cyclable. À terme, 6 boucles touristiques viendront enrichir la carte d'Alsace centrale proposée par l'application. Passage en bio, circuit court, diversification, le PETR d'Alsace centrale entend développer une agriculture durable sur son territoire. Dès l'an prochain, une vingtaine d'agriculteurs vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour faire évoluer leurs pratiques et ou exploitations. Donc dans le cadre de ce plan qui veut aider à se convertir au bio, à diversifier sa production, le PETR va accompagner une vingtaine d'exploitants avec Bio Grand Est et la Chambre d'agriculture et prendra en charge une partie des frais. Des agriculteurs ayant déjà franchi le pas ont partagé leur expérience début décembre à Muttersols lors d'une réunion d'information.
Alors ce matin, on avait 6 personnes qui sont venues témoigner, qui venaient soit de la vallée de Villers, donc une zone un peu en montagne, mais également de la plaine. Et je pense que les échanges ont été très intéressants parce que justement, il y avait de la diversité dans la salle. Parmi les témoignages, celui de Léon Libel, en formation ingénieur agronomie, venu parler d'une conversion bio. Donc aujourd'hui, je suis présent parce que Hélène Claire de Bio en Grand Est m'a sollicité. Donc en effet, on est la seule exploitation en double activité aujourd'hui présente et on représente un petit peu ce corps d'activité qui représente quand même un grand nombre de producteurs pour des surfaces qui sont assez minimes, on va dire, à chaque fois, de l'ordre d'une vingtaine, d'une trentaine d'hectares. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai plus parlé de l'activité conversion bio. On s'est converti l'année dernière à la bio, à la fois en viticulture et en grande culture sur notre exploitation. Autre témoignage, celui de Marc Ham pour un passage en bio et le développement de ventes directes. J'ai utilisé les accompagnements, on n'avait pas les aides du PETR, mais moi j'ai utilisé en fait ça. J'ai travaillé avec Hélène pour le montage en bio, j'ai travaillé avec Haute-Forget pour tout ce qui est la vente directe. Donc voilà, on a utilisé les aides techniques qui ont été présentées. Et c'est savoir où on met les pieds, c'est mieux avant que de se lancer et de se retrouver embourbé. Ce projet de transition prend aussi en compte la rémunération des agriculteurs. Cet accompagnement, ils l'attendaient et il est nécessaire pour qu'ils puissent répondre aux attentes et des consommateurs, mais aussi à résoudre les problèmes qu'ils ont par rapport à un juste salaire qu'ils méritent dans ce qu'ils produisent. Le PETR d'Alsace Centrale a pour objectif de lancer ce projet d'accompagnement dès janvier 2023 en vue d'obtenir des premiers résultats au bout de 6 mois.